Bon, il y a des joueurs sur qui la pression ne joue pas beaucoup, comme on voit Lamine Yamal par exemple. Il a réussi à reproduire les performances qu'il faisait et même à aller plus haut. Il y a d'autres joueurs qui ont un peu plus de mal à s'exprimer, même s'ils sont exprimés au début. Je pense à Riqui Puig par exemple. Lui, voilà, je pensais qu'il deviendrait, qu'il deviendrait un grand milieu de terrain, etc. Il a réussi au début, mais ensuite, voilà, c'était plus compliqué. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Nush Tiki Taka. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout ce qui est la Masia. On va parler un peu du centre de formation du Barça. Et pour ça, forcément, j'ai avec moi Francis, a.k.a. Espacio Masia. Comment ça va, Francis? Bah, ça va très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Pierre, c'est un plaisir. Mais c'est tout à fait normal. Maintenant qu'on parle de la Masia, j'ai envie de parler de l'expert, justement, au niveau francophone de la Masia. En plus, avec Francis, vous l'avez déjà peut-être vu de temps en temps, mais on s'entend très bien. Il est aussi sur Barcelone. Donc, il va pouvoir nous parler un peu de ce qu'est le Barça actuellement au niveau de la formation. Alors, je ne sais pas si toi, Francis, dès le début, tu as quelque chose que tu as ressenti cette saison. On va parler un peu du Barça athlétique, du Barça juvénile, mais un peu en globalité. Est-ce que tu dirais que cette saison, pour la formation du Barça, ça a été une bonne saison? Je dirais que c'est quand même vraiment très disparate. C'est difficile de faire un bilan global parce que déjà, bon, c'est pas les mêmes personnes qui gèrent les différentes sections de la Masia. Le Barça Athlétique, c'est pas vraiment considéré comme la Masia. Ensuite, il y a le football Seattle, ceux sur petit terrain, c'est un jeu totalement différent. Et je dirais que la réussite à la Masia, c'est pas seulement les victoires, les championnats gagnés, mais c'est surtout voir comment les joueurs se sont développés. Et donc, par exemple, au Barça Athlétique, ça a été plutôt un échec, alors qu'en juvénile A, juvénile B, c'est plutôt une réussite. Ok, donc ouais, tu dirais que au niveau de la formation, c'est plutôt voilà, le fait que de jeunes talents qu'on a pu prédire, qu'on a pu prévoir dans toutes ces catégories que tu dis foot 7, et ben, se sont confirmés en fait après par la suite. C'est ça peut-être le plus important, la Masia. Oui, les joueurs en général, quoi. Bon, certains qui sont dans le football à 11, dans le grand terrain, ils étaient déjà en football à 7, mais d'autres sont aussi arrivés plus tard et sont révélés. Par exemple, je prends un exemple, Jeanne Virgillet, on en parlera sans doute plus tard. Il est arrivé cette année, c'est la révélation. Mais d'autres joueurs, comme Bernal, il était en football 7, ensuite il a gravi tous les échelons et maintenant il est en équipe première. Ouais, non, c'est sûr, je pense que le Barça, sur ça, je pense que tu as vraiment beaucoup de boulot. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons peut-être dans lesquelles tu t'intéresses justement à tout ce Barça en formation. Et justement, on va commencer par un peu ce que tu disais, hein, la différence. Et disons que on dit toujours que le Barça athlétique, c'est le dernier échelon avant de devenir pro. Mais en même temps, on veut quand même voir des choses à ce niveau-là au Barça athlétique. On veut commencer à voir des grands joueurs, des belles performances. On rappelle quand même qu'ils jouent au stade Johan Cruyff. C'est le même stade qu'on donne aux féminines, donc c'est quand même un stade qui a de l'importance, hein, il faut pas l'oublier. Est-ce que, je pense que si vous regardez un peu le Barça et vous avez suivi un peu cette saison, vous sur Nush Tiki Taka, vous avez été sans doute surpris peut-être de la descente du Barça athlétique. Alors, surpris, oui, mais en réalité, ce n'est pas une surprise, Francis. Bon, je dirais que c'est quand même une surprise si on nous le disait en début de saison, mais c'est en voyant la saison qu'au final, c'est pas une surprise, parce que c'était un peu comme une longue descente aux enfers. Peut-être pour répondre à ta première question, c'est un peu un paradoxe entre le fait que c'est le dernier échelon avant le Barça, mais c'est aussi encore en 3e division. C'est-à-dire que l'écart est quand même assez grand entre le Barça Athlétique et l'équipe première. Donc on s'attend à voir de grandes choses, mais on est quand même assez loin encore du monde de l'équipe A. Ouais, et c'est surtout que, en fait, on l'évoque souvent quand on parle du Barça athlétique, mais c'est vrai qu'on a des gamins qui ont peut-être 18-19 ans. Il y en a certains on va en parler, hein, mais qui viennent du juvénile, qui ont moins de 18 ans. Et en fait, ces gamins-là, ils se retrouvent à jouer contre des pères de famille, tout simplement. Des fois, des joueurs voilà, qui ont oscillé entre la seconde division et la 3e division. C'est des joueurs qui voilà, connaissent le vice, connaissent l'engagement physique aussi qu'il faut avoir dans ce genre de division, parce que c'est une division très compliquée. Et au final, le Barça athlétique n'a pas rempli voilà, sa tâche. Et moi, je voulais savoir, est-ce que comment tu expliquerais justement cette descente en 3e division, enfin en 4e, en 4e division du coup. Comment tu expliquerais toi un peu ce parcours du Barça athlétique? Bon voilà, je dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent l'expliquer. Bon, déjà il y a Rafa Marquez qui a été remplacé en début de saison par Albert Sanchez. Est-ce que c'était une bonne... après, Rafa Marquez voulait partir. Voilà, bon, le Barça n'avait pas vraiment le choix en ce qui concerne Rafa Marquez, mais peut-être qu'ils auraient pu prendre
un entraîneur plus expérimenté. On ne sait pas si il y avait une possibilité ou non. Le fait est qu'ils ont pris Albert Sanchez, qui a commencé, et ça n'a jamais vraiment démarré. La sauce n'a jamais prise. Et ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Je ne sais pas si tu veux que je te liste un petit peu. Rapidement, mais oui. Voilà, bon, premièrement, peut-être que y a certaines choses qui sont un peu discutables, critiquables, disons, sur son utilisation, l'optimisation des qualités de certains joueurs. Peut-être on peut parler de Tony Fernandez, le grand talent de cette génération. Peut-être qu'il a joué surtout en ailier, alors que ses qualités naturelles sont peut-être plutôt à l'intérieur. Disons que le jeu avait un petit peu, il y avait aussi un petit peu un problème au milieu de terrain, un manque de fluidité, des joueurs qui n'arrivaient pas toujours à se trouver. Après, bon, bien sûr, il y a d'autres facteurs comme beaucoup de blessures, certaines promotions en équipe première. Il y a quelque chose aussi qui a été énormément dit, et moi j'avais suivi justement quelques matchs du Barça Athletic. J'avais été accrédité pour certains matchs, et c'est vrai qu'en zone de conférence de presse, en parlant un peu avec les journalistes, on avait cette sensation, et je pense que pas que les journalistes, mais peut-être aussi les suiveurs du Barça, les coulisses, qui suivent aussi forcément cette catégorie-là, se disaient que peut-être ce qui a manqué, c'est que on n'a pas osé en fait faire partir Albert Sanchez avant. C'est vrai que c'est une décision qui a été très critiquée durant de nombreux mois, c'est-à-dire la non-décision de ne pas encore faire partir Albert Sanchez. Et c'est seulement le 25 février, donc le Barça était déjà avant-dernier à ce moment-là, c'était trop tard. Que Sergi Milà est arrivé. Voilà. Est-ce que c'était trop tard? Après coup, et on peut le penser, oui, que le mal était déjà fait. C'est-à-dire que Sergi Milà, il a pu faire de bonnes choses. Il a remporté 6 victoires en 13 matchs lorsqu'il est arrivé. Et au final, ça s'est joué au dernier match à un point près. Très cruel, ouais, ce dernier match. C'est terrible, mais oui, le Barça Athletic, du coup, qui jouera en 4e division. On en parlait de ce step qui est important entre le Barça Athletic et justement la première division où joue le Barça. Mais on a l'impression que voilà, la dernière match, c'est le Barça Athletic. Mais juste avant, on a les juvéniles qui, en fait, ont tout explosé avec Belletti cette saison. Et on a plus tendance à se dire, bon, on a une génération peut-être du Barça Athletic qui est un peu passée à la trappe, mais celle du juvénile, elle promet de grandes choses, Francis. Après, je dirais quand même que pour le Barça Athletic, on peut pas vraiment parler seulement d'une génération, parce que c'est quand même très partagé entre les joueurs de la Masia et les recrues. Par exemple, cette saison, il y a eu 7-8 recrues, et c'est pas toujours des joueurs au style du Barça, style de la Masia, du jeu de position, etc. Donc on peut pas vraiment parler c'est vraiment un mélange. Alors que les juvéniles, c'est vraiment presque entièrement le pur produit de la Masia, avec quelques recrues aussi récentes. Mais là, il y a vraiment eu de très belles choses, comme tu dis, oui. Ok, donc c'est peut-être, entre guillemets, ça qui explique aussi peut-être que le Barça Athletic la mayonnaise n'a pas pris, comme tu dis. Pour moi, c'est un des facteurs. Bon, chaque année, il y a quand même de nombreuses recrues au Barça Athletic. Cette saison, ça a été encore plus compliqué pour leur intégration. Il n'y en a aucun qui s'est vraiment révélé. Il y a aussi le départ de leur meilleur joueur, Unai Hernandez. Il y a Pau Prim qui n'a plus joué pour une décision du club à partir de janvier, etc. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer. Mais en juvénile, là, au contraire, il y a vraiment tout qui leur a réussi. Peut-être, je sais pas si tu veux qu'on... en fait, le juvénile, quand même, il faut le rappeler, a fait le triplé. Alors, j'ai pas de super coupe, je crois, en juvénile. Alors, c'est championnat, Copa del Rey juvénile, et la Youth League, donc l'équivalent de la Ligue des Champions pour les U19. Et non, enfin moi j'ai suivi un peu le parcours en Youth League. J'avais vu notamment en direct le match contre Brest, qui avait été très bon, je dois te dire. Surtout face à une équipe de Brest qui avait des joueurs très physiques. Il y avait du talent aussi à Brest. Après bon, il y a eu la Final Four et tout, mais non, j'avais pu voir en direct ce match-là, et c'est vrai qu'il y avait 2-3 joueurs qu'on va évoquer un peu après qui ont surpris. Au niveau de Belletti, c'est vrai que on s'est posé la question en fait si c'était plutôt lui qui avait une bonne génération. Est-ce que c'était plutôt justement un fait que l'entraîneur était très bon, ou est-ce que c'était plutôt un mix des deux? Est-ce qu'il avait une bonne génération, ou est-ce que justement il a profité aussi de cette bonne génération? Je dirais que c'est d'abord Belletti qui a été un bon coach, d'abord par son expérience qu'il a apporté, l'exigence du haut niveau, notamment en Youth League, et aussi l'optimisation des joueurs. Il a réussi à bien remplacer certains joueurs qui étaient blessés, en mettant par exemple Brian Farnias en 6, il replaçait un peu plus en retrait, alors que d'habitude il est plutôt relayeur. Arnau Pradas en ailier droit, où il peut exposer ses qualités naturelles. Un bon pressing, un jeu collectif fluide. Donc dans un premier temps, je dirais Belletti très important dans son apport. Et après, il y avait quand même une belle génération, même si c'est pas la génération la plus prometteuse. Avec par exemple un trio assez technique sur le côté droit, Pradas, Junient
et Xavi Espar, donc deux joueurs de côté et un intérieur. Une très bonne saison de Hugo Alba et puis d'autres facteurs, mais en gros, voilà, je voudrais surtout saluer Belletti et après certains très bons joueurs. Ouais, c'est sûr que je pense que sur les joueurs, voilà, que ce genre de joueurs que tu citais, Arnau Pradas, Fariñas ou même Hugo Alba, on peut rajouter aussi Geoffrey Torrens, qu'on va peut-être évoquer un peu plus tard. Mais c'est vrai que ces joueurs-là ont une pression qui est supérieure peut-être aux autres catégories. Parler du Barça Athletic, là-bas ils jouent pas la Youth League. La Youth League c'est quand même voilà une compétition importante. On sait qu'il y a beaucoup de recruteurs qui la regardent et le Barça a quand même réussi à remporter cette compétition. Ça faisait, si je me trompe pas, ça faisait depuis 2014 qu'ils l'avaient pas gagné. Et ils l'ont gagné je sais plus si c'était 2018 ou 2019. Tu sais, la génération de Riqui Puig. Voilà, c'est avec ça. Pimienta. Voilà. Et je crois, attends, il y avait un autre joueur aussi qui jouait avec eux. Il n'y avait pas Carles Pérez. Si, Carles Pérez. Carles Pérez. Alejandro Aureliana, etc. Ouais, et il y en avait deux autres, je sais plus exactement. Il y avait Collado. Mingueza. Il y avait peut-être Alex Collado aussi. Mingueza peut-être, je sais plus, mais en tout cas il y avait Mingueza. Alex Collado aussi. Ouais, je suis sûr d'ailleurs qu'il y avait Mingueza parce que j'ai fait une vidéo récemment avec nos collègues de Massilia Zone, parce qu'il va peut-être aller à l'OM. Il y avait une rumeur en tout cas. Et j'avais regardé et il avait remporté cette Youth League. Je sais pas s'il avait beaucoup joué, mais en tout cas il était dans le groupe. Voilà. Donc il y avait pas mal de joueurs comme ça qui après sont arrivés à la première équipe. Et sur ce Barça juvénile, si tu devais me citer 3 noms qui puissent intégrer la première équipe, seulement 3, lesquels tu choisirais toi sur ce Barça juvénile? Alors je sais que c'est compliqué. Ouais. Moi actuellement je dirais que vu ce que souhaite Flick là pour la pré-saison, les 3 qui ont le plus de chance, disons, c'est Ibrahim Diarra, en tout cas pour certaines entrées peut-être, donc le Malien, Jeanne Virgili, ailier gauche, et en troisième je dirais peut-être Pedro Fernandez, Dro Fernandez. Bon, il est à la fois juvénile B et juvénile A. Voilà, donc peut-être que j'en oublie, mais là c'est les 3 qui me viennent spontanément. Ok, et donc tu parlais très bien de cette pré-saison. Je fais référence à un tweet que tu avais posté justement sur un peu les joueurs, parce qu'on suit de très près. Je n'avais pas dit, mais n'hésitez pas à vous abonner. Espacio Mazia sur Twitter, sur X comme vous l'appelez. Là-bas, il y a du très bon contenu. C'est Francis qui le propose. Merci. Et voilà, je reviens sur un peu ce que tu avais dit. Et donc, tu m'avais cité 8 joueurs de la Masia qui sont sûrs de faire la pré-saison avec l'équipe première, au moins les premières semaines. Il faut différencier, comme tu me l'avais dit un peu en off, le fait de faire la pré-saison et la tournée en Asie. Il y en aura certainement qui feront ces premiers entraînements, mais pas forcément qui iront en Asie. Et tu nous avais cité 8 joueurs, donc je vais les citer si tu veux. Landry Faré, Geoffrey Torrens, Gian Virgili, Pedro Fernandez, Juan Hernandez, Tony Fernandez, Guille Fernandez et Ibrahim Diarra. Donc ces 8 joueurs pourraient être très importants lors de cette pré-saison. Pour Landry Faré et Geoffrey Torrens, c'est 2 joueurs du même poste, non? Si je me trompe pas. Oui et non, en fait, Landry Faré il peut jouer aux 4 postes de la défense. Il peut jouer latéral droit, latéral gauche, les 2 postes de défense centrale. Et sur lequel il est plus à l'aise? Moi je dirais qu'il est plus à l'aise en latéral. En latéral, gauche ou droit? Plutôt droit. Il a joué surtout à gauche quand il était vraiment petit en football à 7, mais ensuite il a joué surtout latéral droit à football à 11. Et c'est que récemment qu'il a été plutôt replacé défenseur central parce qu'il a aussi des très bonnes qualités correctrices, de gestion de la profondeur, etc. Mais bon, en tout cas apparemment Flick il aime bien le fait qu'il puisse jouer sur les 2 côtés. Ouais, la polyvalence. Ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est quelque chose que Flick a apprécié énormément. Et surtout, en fait, ce côté gauche du Barça, il est très demandé. Parce que bon, Baldé, on sait que voilà, il est titulaire, il peut être titulaire. Mais on cherche justement un remplaçant. Et on a aussi parlé beaucoup de Geoffrey Torrens. Donc je sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire sur Geoffrey Torrens? C'est lui, par contre, je pense que c'est un pur latéral gauche. Tout à fait. Lui, c'est vraiment un latéral gauche. Alors bon, il faut savoir qu'il est revenu des Croates cette année. Il est revenu vers le début de l'année. Il n'a pas commencé l'année, mais ensuite il est arrivé. Il a tout de suite brillé. Il est arrivé. Son premier match était ensuite dès son premier match en Youth League, il a vraiment brillé. Et il a tellement brillé au cours de cette saison avec les juvéniles qu'il a intégré ensuite le Barça Athletic assez rapidement à partir de janvier, février. Il a plus bougé du Barça Athletic. Et maintenant même en pré-saison pour l'équipe première. Donc c'est vraiment là c'est plutôt la révélation. Bon, disons qu'il y a 2 révélations. Lui c'est plutôt la surprise parce qu'il revient de blessure et qu'il s'est tout de suite imposé. Donc tu connais peut-être ses qualités ou peut-être tu t'en parles un petit peu. J'en ai vu 2-3. Je pense surtout la qualité de centre. J'avais vu notamment il a un très bon pied gauche. Voilà. Et aussi il a une bonne puissance. Il se sert vraiment de son démarrage.
Il a une bonne compréhension du jeu, il arrive bien à protéger son ballon, conduire balle au pied, pas de la vitesse de balle B, c'est-à-dire qu'il va pas tracer tout droit, mais il a la puissance sur les premiers mètres. C'est un petit moteur, quoi. Voilà, il a la puissance sur les premiers mètres pour se défaire de son adversaire. Il a un très bon volume de jeu. Il peut aussi venir un peu plus intérieur pour s'associer. Donc ça peut faire un bon complément à Baldé éventuellement si Martin ne restait pas, par exemple. Voilà, je pense qu'il a profité aussi du fait que, comme je disais, le latéral gauche au Barça, la première équipe, est très vide, on va dire, le poste. Donc Martin est monté. Et donc lui, peut-être qu'il s'est frayé une place à ce stade-là. Tu parlais justement des révélations. Il y a aussi Gian Virgili, hein, on en parle énormément. Moi, personnellement, c'est mon joueur préféré actuellement de la Masia. Enfin, de ce qu'est voilà, la formation. Je me rappelle très bien de l'avoir vu. Il y a aussi Dani Rodriguez, que je situe pas très bien d'ailleurs dans tout ce où il en est, tout ça. Voilà, où il en est. Mais c'est vrai que ces deux-là m'avaient extrêmement plu. Gian Virgili, parce que forcément, c'est une position où le Barça est demandeur, hein, clairement. Bon, là, il y a peut-être Nico qui va venir, mais c'est sûr qu'il va falloir qu'il se repose aussi. Mais voilà, je sais pas ce que toi, tu pourrais envisager pour Gian Virgili. Est-ce que c'est peut-être le joueur que tu te dirais, si tu devais mettre une pièce sur un joueur qui devait participer à la tournée en Asie, est-ce que ce serait Gian Virgili? Oui, un des joueurs, disons. Je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il la fasse. C'est pas sûr. Bon, disons que tous les joueurs, là, des 8 de la liste, ils doivent gagner leur place pour la tournée en Asie. Et lui, il fait partie de ceux qui ont le plus de chances de le faire par son talent, notamment dans ce qu'on a vu récemment là, à l'Euro U19 avec l'Espagne. C'est vraiment la surprise, la révélation de l'année. Hein. Et donc peut-être que, bon, pas en concurrence directe parce que c'est pas le même poste, mais Tony Fernandez, de l'autre côté, bon alors il aura un sacré client, c'est Lamine Yamal, parce qu'il joue à droite, mais il peut jouer, je crois aussi, replacer un peu dans l'axe. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est peut-être la deuxième pépite justement de ce juvénile? Disons que Tony Fernandez, il a joué au Barça Athletic cette année, il a l'âge d'être en juvénile, mais voilà. Il a joué. Donc pour moi, je dirais même que c'est le plus gros talent actuellement des 8 qui vont faire la pré-saison en équipe première. Et Gian Virgili, c'est plutôt la révélation. Il est très talentueux aussi, mais Tony Fernandez est un peu plus complet en termes de technique, gestion des petits espaces, alors que Gian Virgili, il est très fort par son démarrage, sa fréquence d'appui et sa capacité de faire des différences sur le côté. Et il y a aussi son cousin, hein, on les appelle le duo Fernandez. Ouais, Guy et Fernandez. Cousins. Je crois que j'ai lu des trucs comme quoi il pouvait peut-être partir. Ou alors je me trompe avec justement avec Tony, je sais pas, je sais qu'un des deux. Les rumeurs de départ étaient bien sur Guy et Fernandez, mais ça a été démenti par la famille. J'ai aussi pu en discuter avec certains proches de l'entourage. Bon, selon eux, donc il va pas partir. En tout cas, il veut rester au Barça. Il est même prêt à jouer au Barça Athletic en 4ème division s'il le faut. Ça veut pas dire qu'il sera pas prêté, mais en tout cas, l'intention c'est quand même de rester au Barça. Ok. Je veux dire, parce que après on en parlera un peu plus tard, mais il y en a qui ont carrément opté pour un transfert. Et voilà, pas de prêt, c'est partir à l'étranger et tout ça. On en reparlera un peu plus tard. Juste sur le dernier joueur, bon, Juan Hernandez, Pedro Fernandez, voilà, on les connaît un peu moins, mais voilà, on peut en parler brièvement, mais je pense que voilà, les plus importants ont été cités. Mais c'est surtout, moi je voulais que tu me parles un peu aussi d'Ibrahim Diarra, parce que c'est un joueur forcément francophone, malien si je ne me trompe pas. C'est ça, malien. C'est ça, malien. Et donc c'est aussi un joueur qu'on a entendu beaucoup parler, surtout nous qui suivons un peu le foot francophone et voilà, le Barça francophone. Ça en a parlé énormément d'Ibrahim Diarra. Qu'est-ce que ça donne? Bon, alors il faut savoir qu'il est arrivé cet hiver du Mali, donc de l'académie Africa Foot. C'est ça, Africa. Voilà, donc il fallait attendre qu'il ait dit. En fait, c'était déjà dans les tuyaux depuis pas mal de temps pour qu'il soit au Barça, mais il fallait attendre qu'il ait 18 ans pour qu'il puisse venir. Donc il est arrivé. Au début, c'était pas si évident parce qu'il n'était pas vraiment en forme. Bon, il était un petit peu blessé avant, ensuite il n'était pas vraiment en forme physiquement. Parce que le premier but d'abord, c'était qu'il aille au Barça Athletic. Vu qu'il était hors de forme, il est allé avec les juvéniles donc les U19. Et après, progressivement, il a joué de plus en plus. Il a commencé lié, mais ensuite, Belletti l'a intelligemment replacé en relayeur. Ok. Parce que bon, c'est un ailier droit de base, il est gaucher, mais en étant en relayeur, sachant qu'il n'était pas encore dans une pleine forme physique, il pouvait quand même faire des différences, alors qu'il faut vraiment être extrêmement prêt physiquement pour jouer tout de suite ailier. Et donc il a été très décisif vers la fin de la saison, notamment en Youth League. Tu l'as sûrement vu. Il a marqué en finale. Un doublé en finale de Youth League. Ouais. C'est pas rien quand même. Hein. Non, vraiment, il a fini la saison très fort. Et c'est sans doute Disons pour ça. Disons qu'il est allé crescendo en fait dans cette saison. C'est ça. Disons que
les premiers mois et demi, c'était un peu compliqué. Et après, les 2-3 derniers mois, ça commençait à devenir très intéressant. On suivra de près forcément ce que fait le Barça avec les joueurs africains, parce qu'il y en a de plus en plus récemment. Mbappé, il y a eu Mikayil Faye qui finalement est parti à Rennes, Ibrahim Diarra. On sent qu'il y a une vraie connexion entre justement le Barça et l'Afrique, et forcément nous ça nous fait plaisir en tant que francophones, et on suivra ça de très près. Pour finir un peu et aussi pour commenter aussi ce qui est un peu la réalité aussi de ce Barça athlétique et du Barça en général. Pour moi, il y a quand même une fuite de talent, mais qui s'explique par le fait qu'en première équipe, il y a déjà beaucoup de talent et que c'est bouché. Moi, je me rappelle de l'époque, justement, Iniesta, Xavi, Busquets, où des talents comme Thiago, par exemple, n'avaient pas eu leur place. Ils avaient dû partir au Bayern de Munich. Alors là, c'est pas vraiment le cas parce que on va en parler un peu, mais il y a eu d'abord Unai Hernandez, Aleix Garrido, Arnau Pradas Pauprim. On va les citer tous les quatre pour d'entrée. Mais un peu sur Unai Hernandez. Parce que Garrido, on l'avait déjà un peu vu avec la première équipe. Il avait fait quelques matchs, si je me trompe pas. Il a fait un match, quelques minutes avec Xavi. Voilà. C'était en fin de saison, je crois. C'était en fin de saison, oui. Pas de la saison d'avant, mais la saison d'avant. Est-ce que c'était la même saison que Lamine Yamal, quand il avait fait son début avec Betis ou pas? Je sais plus. Ça. Okay. Je sais que c'était pas la saison dernière, mais celle d'avant. Voilà, vous nous direz. Il a eu beaucoup de blessures. Donc, ok. Vous nous direz dans les commentaires sinon. Sur Unai. Grand talent, Unai. Bon, c'est un très bon talent. C'était le meilleur joueur du Barça Athlétique d'ailleurs. C'était le meilleur buteur, non? C'était aussi le meilleur buteur, même s'il jouait milieu de terrain. Bon, parfois il est gauche, parfois relayeur. Si je me trompe pas, il a fini meilleur buteur de la saison ou pas? Alors ça, il me semble que oui. Je vais pas vérifier, mais je crois que oui. Après, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, en fait, bon, il avait une très bonne frappe. C'est un joueur décisif. Et il est parti là en janvier à l'Etihad rejoindre Benzema, N'Golo Kanté, etc. Et bon, c'était aussi un coup dur pour le Barça Athlétique parce que c'était le meilleur joueur. Et donc voilà, c'était un très bon joueur, peut-être un petit peu juste pour l'équipe première, surtout en sachant qu'il y a les Pedri, De Jong, etc. au milieu de terrain. Mais c'est là aussi qu'on voit l'écart entre le Barça Athlétique et le Barça. C'est pas seulement entre la 3e division et la première division, c'est entre la 3e division et une des meilleures équipes d'Europe. Donc c'était difficile pour lui. Moi, il y a quelque chose que ça va me permettre de faire un transition avec Garrido, mais sur Unai et Garrido, je trouvais que voilà, il manquait un peu de physique pour la première équipe, d'être plus costaud parce que voilà, ils enchaînaient les matchs et tout. C'est quelque chose que par exemple moi quand j'avais vu Koubarsi pour la première fois, je l'avais vu jouer à un match de Youth League, j'avais pas eu cette impression. Koubarsi, je sais pas si tu as eu la même impression, mais dès que je l'ai vu, le mec c'est une armoire quoi. Enfin, je veux dire, même si voilà, c'est pas je suis pas Lukaku pour dire voilà un mec super physique. Tu sentais quand même que sur la prestance, il était carré quoi. Et j'ai pas eu cette sensation par exemple avec Garrido, qui était pour moi dans une situation un peu pareille, enfin un peu similaire à celle de Marc Casado. C'est-à-dire que les mecs, tu les voyais sur le banc souvent, ils étaient tout le temps là et tout, mais tu disais bon quand est-ce qu'un jour on va parier sur eux ou quand est-ce qu'ils vont truc, et au final Garrido part. Ouais. Bon, Garrido, c'est vrai qu'il est pas très grand et en plus il manque peut-être un petit peu de certaines qualités physiques, comme tu dis, peut-être de puissance, explosivité, solidité en haut du corps pour pouvoir encore plus conserver le ballon dans l'adversité. Alors il le fait quand même très bien parce qu'il a une grande technique, il a une grande intelligence de jeu, mais peut-être que c'est plus difficile pour un coach en équipe première du Barça de lui faire confiance s'il a certains doutes. Après bon, il y a eu ses blessures aussi, il s'est fracturé 2 fois le petit orteil, donc il a loupé quasiment toute la saison, donc ça commençait à devenir compliqué pour lui. Et justement, là on parle quasiment que de milieu de terrain, et ça va me permettre de parler d'un... On sait que la Masia, sur les milieux de terrain, il n'y a pas de problème. Il y en a énormément, il y en a quasiment, j'ai envie de dire, toutes les saisons, et de toutes les couleurs. Il y en a qui vont arriver encore. Et il y en a qui vont arriver justement. Et il y avait un autre joueur justement qui était un peu évoqué quand Marc Casado n'était pas encore sur la liste pour justement monter. Bernal non plus, enfin Bernal est arrivé voilà un peu en même temps que Casado. C'est pas au prime, on en parlait un peu, pas au prime qui avait justement un peu le même poste. Je crois d'ailleurs que dans une discussion qu'on avait eu tous les deux un peu en off, je t'avais demandé sur Bernal ou prime. Et tu m'avais dit, bon, Prime est peut-être un peu plus près physiquement. Bernal avait. Enfin, Bernal est. Ouais, physiquement, je dis au niveau du physique. Okay. Peut-être que je me trompe, hein, mais voilà. Okay. Et Bernal, quand même, tu sens qu'il est un peu moins costaud que Prime. Pas vraiment. Ok.
Au Alors, niveau je dis pas au niveau de la hauteur, enfin, au niveau ouais, de la c'est taille. possible que j'ai dit ça, mais je me rappelle. Ok. En tout cas, ce que je voulais surtout dire, ce que je disais en tout cas en général par rapport à ça, c'est que Paprim était plus préparé pour l'équipe première dans le sens qu'il avait la connaissance, par Ok, exemple, ok. du poste de pivot. Il sait comment jouer ce poste. Disons, il a vraiment appris ce poste, alors que Bernal, il a plutôt joué, il a alterné entre relayeur et le poste de 6, de pivot seul. Et je disais tout le temps qu'il n'était pas encore prêt, mais il avait un plus gros potentiel. Ok. Prim, il était vraiment allé pas loin de l'équipe première. Ça a un peu coincé. Donc au final, il a pas réussi à avoir assez d'opportunités. Il a voulu partir. Il n'a pas prolongé. Le club l'a puni pour ça. C'est-à-dire que depuis Ouais, janvier, c'est vrai qu'il y a eu voilà. ouais, c'est vrai. Depuis janvier, il joue pas du tout. Donc il a seulement entraîné. Et donc là, il va partir. Alors je sais plus si c'est au Qatar, il me semble. Mais donc voilà. Donc c'était aussi un joueur qui n'a plus joué au Barça Athletic. C'était une perte en plus, disons. Il faut dire que enfin, je veux dire, ce genre de gestion de talent, Mhm. c'est très compliqué parce que justement, tu veux garder les talents au cas où, voilà, t'as des joueurs qui se blessent ou t'as des cas en dessous Fati ou ce genre de choses. Mhm. Tu peux jamais prévoir parce que t'as des joueurs, ils sont voilà au top de leur top Mhm. et d'une saison à une autre, s'il y a une blessure ou s'il y a autre chose, vu qu'ils sont si jeunes, Mhm. et ben ils peuvent changer complètement. Mhm. Et le Barça, c'est vrai que c'est un peu un problème de riche. Mhm. Voilà. Parce que ils ont tout ce talent et ils ont du mal un peu à le gérer de temps en temps. Il y a aussi pour finir Arnau Pradas, Mhm. qui est un ailier si je me trompe pas, C'est ça. Il est droit, il est gauche. et voilà qui est très, enfin on entend pas mal parler. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu sur Arnau Pradas? Bon, Arnaud Pradas, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Je le suis depuis très longtemps aussi. Voilà, donc il est gaucher. Il est surtout ailier droit, mais il peut aussi jouer ailier gauche. Il jouait surtout à gauche lorsqu'il était tout petit en football 7, mais quand il a grandi, il s'est plus exprimé à droite. Il a une saison compliquée l'an dernier, où il était peu titulaire. Cette saison, il a à nouveau connu le succès avec Belletti. Donc il est vraiment très intéressant dans les petits espaces, dans son démarrage sur les premiers mètres. Il a besoin de s'associer beaucoup avec ses partenaires, parce qu'il n'a pas une grande vitesse de pointe non plus. Il a plutôt une bonne finition, très bon dribble dans les petits espaces. Et bon, il n'a pas eu vraiment d'opportunité en équipe première, donc là, il y a eu l'information il y a quelques semaines qu'il ne va pas rester au Barça. On ne Ok. sait pas encore où il va aller, mais donc il va pas rester. Donc. Ok. Donc toi, enfin toi par exemple, si tu devais l'imaginer dans un championnat ou peut-être oui, voilà, dans un championnat ou même en Liga, tu le verrais peut-être dans quelle situation? Bon, pour moi, il a le potentiel de jouer en Liga peut-être dans 1 ou 2 ans. Ok. Pas tout de suite. Peut-être, mais c'est pas sûr qu'un club directement lui fasse confiance pour la première division. Parfois, ils ont besoin de passer par des étapes intermédiaires. Mais pour moi, il pourrait peut-être déjà, en tout cas, être dans l'effectif d'un club de première division. Je sais pas, un club comme Betis, Ok. Girona, En doublure etc. quoi. Voilà, au début en doublure en tout cas, à moins qu'il y ait vraiment un club qui, Ok. peut-être de bas de tableau qui manque un ailier à ce poste. Il faut aussi voir la réalité. Il faut voir entre moi ce que j'imagine qu'il pourrait faire, mais les coachs, il y a un joueur qui a pas encore connu le monde pro, ils vont pas tout de suite le mettre en C'est vrai. titulaire comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué et bon, c'est sûr que on dit souvent que voilà les joueurs du Barça, enfin du Barça qui sont en centre de formation connaissent la pression depuis tout petit. Mais moi je me faisais la réflexion l'autre jour et on finit un peu sur ça. C'est que voilà, passer de jouer au stade Johan Cruyff à passer à jouer au Camp Nou ou dans des stades de première division, c'est quand même un sacré changement pour les joueurs. Et au final, c'est un peu c'est un peu peut-être quelque chose qui te frustre beaucoup parce que peut-être que toi, voilà, tu vois beaucoup de talent Mm. et au final, quand ils arrivent à la première équipe, ils résonnent pas autant ou ils font Mm. pas autant de bruit comme ils faisaient avant et tu te dis, oh mince, je me suis peut-être trompé. Alors qu'en fait, non, c'est peut-être juste le contexte qui fait que Ouais. voilà, Bon, il y a des joueurs sur qui la pression ne joue pas beaucoup, comme on voit Lamine Yamal par exemple. c'est fou. Il a réussi à reproduire les performances qu'il faisait et même à aller plus haut. Il y a d'autres joueurs qui ont un peu plus de mal à s'exprimer, même s'ils sont exprimés au début. Je pense à Riqui Puig par exemple. Lui, voilà, je pensais qu'il Ah, le deviendrait gros débat, Riqui voilà, Puig, je pensais ça. qu'il deviendrait un grand milieu de terrain, etc. Il a réussi au début, mais ensuite, voilà, c'était plus compliqué. Donc c'est sûr, moi surtout, si je m'attache à certains joueurs, que j'ai pu les voir, en discuter avec leur famille, ensuite de voir qu'ils réussissent pas forcément, je suis un peu déçu, mais malheureusement, c'est comme ça, le haut niveau. Quoi. C'est le jeu. C'est le jeu et c'est ce que nous prépare justement le Barça. On espère encore de bonnes choses. Si justement, pour finir, tu devais voilà, souhaiter quelque chose au Barça en général au niveau de la formation, on parle beaucoup hein, de ce hypothétique 11 type Masia. Mm. Est-ce que toi, en voyant ce que tu connais au niveau de la formation, est-ce que tu peux imaginer un 11 type Masia dans quelques années? Oui,
pense. Après, il y a certains joueurs quand même qui sont très bons à leur poste, donc ça va être difficile de les déloger, même si qui ne viennent pas de la Masia. Ça peut être, mais ce sera pas forcément le 11 titulaire. Un 11 qui va jouer peut-être contre un petit club. Donc, je sais pas, Joan Garcia par exemple, s'il s'impose, ou Koundé, si. etc., ils sont déjà là, donc ils vont pas forcément être titulaires. Ouais. Voilà, après, dans quelques années, ça peut changer. Ou le numéro 9, c'est un peu compliqué aussi de un petit match sur la Copa del Rey, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Mais pour moi, oui, on s'en rapproche. C'est possible, même l'an prochain. Hein, pour moi, oui, on en est prêt. Ce sera pas le 11 titulaire, ce sera pas le 11 de 2012 où ils étaient vraiment tous des très grands joueurs. Mais c'est possible, surtout qu'il y en a d'autres qui vont arriver là, comme par exemple Michel Zouk, d'autres joueurs, David Moreno dans quelques années. Il y en a d'autres, des très grands talents qui arrivent. Il a sorti 2-3 blazes un peu. Tunkara, Ebrima Tunkara. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, ça nous fait rêver, voilà, de voir le mot de la fin. Oui, le Barça pourra, dans 1 ou 2 années, proposer un 11 type Masia, même si c'est contre Alcoyano ou je ne sais qui en Copa del Rey. Gijón ou Valladolid. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je te remercie pour cet échange, Francis. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, sur tous nos réseaux sociaux. Nous, on se dit à la prochaine. Bisca al Barça et Bisca Nustiki Taka.